sur ce premier point en guise d'introduction. Merci, cher Abdoulaye. Effectivement, la question des données est une question fondamentale dans le traitement de cette thématique de l'intelligence artificielle, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais qui dit éducation en Afrique, dit CAMES, qui est un opérateur important, incontournable donc, du monde de la recherche en Afrique. C'est là que je vais me tourner vers le secrétaire général, M. Bertrand Bati, que je remercie en tout cas, encore une fois, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur cette question. Et je vais poser à peu près la même question en la tournant dans ce sens. Monsieur le secrétaire général, quels sont selon vous les enjeux liés à la recherche africaine donc qui sont liés à l'intelligence artificielle? Merci bien, merci de nous avoir associés à votre dynamique de communication. J'enfoncerai une porte ouverte en disant que la révolution technologique de l'intelligence artificielle rénove notre société africaine et entre dans notre quotidien. On l'a vu tout à l'heure avec les exposés. L'Afrique ne peut pas se permettre de rater cette révolution en vue d'en faire un terreau d'exploitation de recherche, car la recherche reste un puissant levier de développement. Le CAMES, pour sa part, fait de la recherche au-delà du slogan une priorité stratégique, dont il plaide une organisation en réseau de savoir multi-pays et décloisonné. En effet, pour l'Afrique, l'intelligence artificielle est promoteuse, on l'a entendu aussi, en tant que catalyseur de progrès, en fournissant des mécanismes capables de surmonter les obstacles tels que l'insuffisance qualitative et quantitative de compétences en ressources humaines, la faible culture de statistiques et de planification, la corruption, la faiblesse des infrastructures et la bureaucratie et j'en passe. Toutefois, pour faire en sorte que cet engouement ne relève pas de l'euphorie et du rêve, et c'est là où sont les enjeux, il convient de savoir dès le départ que tout investissement dans l'intelligence artificielle s'accompagnera de risques avec des implications sur la société. Aussi devient-il impératif et judicieux d'examiner et d'adresser précocement les risques qui en découleront. Parmi ces risques ou facteurs limitants fondamentaux à cerner, on peut citer pêle-mêle et de manière non exhaustive une infrastructure numérique insuffisante avec un taux de pénétration de l'Internet encore bas, une absence de réglementation appropriée sur les technologies, un manque de connaissances technologiques élémentaires associé à une absence de capital humain formé à l'intelligence artificielle et à la science des données, un corps de chercheurs relativement restreint et une contribution encore marginale au savoir dans le domaine de l'apprentissage automatique, des limites techniques dûment constatées d'intelligence artificielle qui devront être bien adressées et mûries pour mieux gérer la diversité et la complexité de la vie en Afrique, le manque de financement capable de mettre à l'échelle des projets pilotes réussis pouvant se révéler d'un impact transformateur sur plusieurs secteurs du développement. Une faible vision politique qui ne permet pas d'anticiper ou de développer des stratégies de veille scientifique et technologique. Voilà tels les enjeux essentiels qu'on peut relever et nous aimerions bien, avec l'appui des politiques, qu'ils soient transformés en défis à relever dans une dynamique des agendas multilatéraux de développement. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. J'ai surtout retenu cette question, ce qu'on n'a pas abordé jusque-là, depuis 15h30 qu'on est ensemble, cette nécessité d'avoir une approche éthique de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a aussi des conséquences dont il faut prendre compte. C'est comme la langue de Zod qui est capable du meilleur et du pire. Et donc, c'est tout à fait important, tout en mettant en avant les opportunités que nous offre cette technologie, que de penser aussi aux conséquences possibles. Alors, je voudrais rester avec vous, monsieur le secrétaire général, pour vous demander de façon un petit peu plus précise, parce que je sais que le CAMES, c'est une institution qui est
en pleine mutation, qui est très dynamique, qui prend toujours la mesure des nouveautés. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir, par rapport à toute cette révolution de l'intelligence artificielle, de façon concrète, qu'est-ce que le CAMES a mis en œuvre, comment est-ce que le CAMES accompagne les chercheurs. En gros, sur le plan, j'insiste sur le mot concret, qu'est-ce que le CAMES fait exactement pour encourager le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Merci bien. En tout cas, le CAMES a tiré profit de cette technologie. En effet, collecter et diffuser les informations scientifiques, les statistiques et les données académiques des pays membres constitue l'une des missions statutaires du CAMES. Cette mission, par exemple, jadis marginalement adressée, a commencé à prendre de l'ampleur en quantité et en qualité au niveau de l'offre de services du CAMES avec l'avènement des TIC. Le plan stratégique de développement que j'ai initié et ma prise de fonction dispose d'un programme qu'on appelle programme Silhouette du CAMES, qui décline à travers des usages intelligents des TIS la collecte des données pertinentes et fiables pour moderniser les services de notre institution, tout en amplifiant ses performances et son rayonnement, sa visibilité. Par ailleurs, on peut aussi évoquer le fait que le CAMES soit une agence d'assurance qualité et d'accréditation, et grâce grâce à ces technologies d'information et de la communication, toutes nos activités d'évaluation se déroulent désormais de façon bimodale ou à 100% en ligne. En tout cas, toutes les phases de dépôt des dossiers de candidature se réalisent en ligne, constituant ainsi une économie de 100% papier, là où il en fallait jadis des tonnes dont le poids augmentait au rythme de la massification des candidatures. Le CAMES saisit clairement donc l'opportunité de l'IA et souhaite la promouvoir au sein de son espace et au niveau du continent. Pour cela, nous travaillerons à faire un plaidoyer à l'international, au haut niveau, en faisant en sorte qu'il y ait un apprentissage numérique de manière transversale, en faisant en sorte, en plaidant pour qu'on intègre l'intelligence artificielle dans les politiques et stratégies nationales de développement comme vecteur d'émergence des économies africaines, en s'appuyant sur les cultures, les valeurs et les savoirs endogènes, en faisant en sorte que le plaidoyer aille dans le sens de tirer parti de l'intelligence artificielle pour promouvoir une éducation de qualité, avec une attention particulière sur la recherche scientifique et sur les disciplines connexes, ainsi que l'éducation à une citoyenneté fondée sur les valeurs, les droits et les obligations. Le plaidoyer doit aussi aller dans le sens de donner un mandat descendant aux entreprises pour incorporer l'intelligence artificielle dans leur processus de développement ainsi que dans celui de leurs produits. Enfin, ça doit aller à promouvoir un programme régional qui puisse amener à la culture et au développement de l'intelligence artificielle. Voilà quelques actions, quelques chantiers, initiatives du CAMES qu'on compte mener au bénéfice des États et en cela, nous sommes déjà en activité. Merci beaucoup, secrétaire général. Sachez que la chaire UNESCO est tout à fait ouverte pour collaborer plus profondément avec le CAMES dans la réalisation de cette émission, mais je pense que nous aurons l'occasion de discuter plus de nos projets que nous pouvons partager. Merci beaucoup, Monsieur Sedina. Je profite de l'occasion pour saluer ici la présence donc, de Monsieur Jamal Eddine Nadi du Maroc, qui est président du réseau Orbicom, qui a fait le plaisir de se joindre à nous, qui a envoyé d'ailleurs un message. Le réseau Orbicom, en fait, c'est le réseau de chaire UNESCO en communication
dont nous faisons partie. Et donc, c'est un réseau qui regroupe 600 chaires UNESCO dans le monde. Donc, bienvenue, merci M. Jamal. Edine, pour rester sur cette question donc, des données, qui est une question, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais revenir auprès du secrétaire général du CAMES pour voir comment est-ce qu'au niveau du CAMES, on intègre cette question des données, parce que la question qui se pose, c'est la question de production de données aussi. Hein. On dit qu'en Afrique, on ne trouve pas de données, alors que nos chercheurs produisent beaucoup de données, nos administrations produisent beaucoup de données. Il faut mettre juste en place des politiques pour arriver à récupérer ces données, à les digitaliser pour que les innovateurs puissent les utiliser et créer des applications intelligentes. Et est-ce qu'au niveau du CAMES, il y a une réflexion sur ce qu'on appelle les données ouvertes, par exemple, qui est mise en place, ou la science ouverte, la science participative? En gros, comment cette question-là est prise en compte au niveau du CAMES? Merci beaucoup. Tout à l'heure, je parlais déjà des données, de la diffusion des données qui sont maintenant facilitées avec cette technologie qui révolutionne le mode de fonctionnement. Effectivement, au niveau du CAMES, on brasse beaucoup de données. Et pour les sécuriser, nous avons mis en place un code d'éthique et de déontologie. Ce code d'éthique et de déontologie permet de codifier les relations entre le CAMES et ses différents partenaires, ou le CAMES avec les différentes personnes qui interagissent avec lui. Et ça permet également de codifier le comportement à l'interne des acteurs du CAMES. Et nous disposons d'une commission d'éthique qui fonctionnelle, qui permet de corriger les déviances, pour ainsi dire, par rapport à ce code d'éthique et de déontologie. La gestion des données personnelles devenue un enjeu stratégique mondial, et la législation se présente comme des outils pertinents de protection sur lesquels il faut s'adosser pour éviter des travers de tous ordres. Plusieurs pays, on le sait, ont mis dans leur constitution le droit à la protection des données personnelles, et le CAMES, qui est au service des États membres, ne saurait s'y dérober. Toutefois, au-delà de la nécessaire protection de ce droit fondamental, l'exploitation vertueuse de ces données, et là je rejoins votre question, de ces données personnelles dans un environnement académique juridiquement consacré et sanctuarisé comme le CAMES peut présenter un atout majeur pour la recherche. Ces données sont effectivement des sources de progrès scientifiques et de création de richesses dans le respect du droit de l'auteur. En conséquence, il y a un dosage équilibré et dynamique que nous assurons entre la protection des données personnelles et l'impérieuse nécessité de les partager. Pour cela, il faut en tout cas au moins avoir l'avis de l'auteur. Dans la gestion de données, au CAMES, l'anonymat encadre les rapports d'évaluation par les pairs. Dans le cadre, par exemple, des programmes de promotion d'enseignants-chercheurs qui brassent beaucoup de données personnelles. À titre d'illustration, l'autorisation de rendre public des travaux de thèse est demandée systématiquement aux enseignants-chercheurs, en plus de la signature d'un formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie qu'on peut abréger CED. Et pour disséminer cette valeur éthique, nous plaidons pour que toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de notre espace, en commençant par la tutelle, en disposent en se servant du CED comme une open source à partir duquel ils peuvent arriver à modeler leur code d'éthique et de déontologie. Cela réglerait ou anticiperait le règlement de plusieurs problèmes qui retardent le progrès dans ce domaine. Pour revenir au thème qui nous réunit ce jour, à titre d'exemple, les chercheurs de l'espace CAMES produisent presque 20 000 publications chaque année lors du programme qui les évalue.
Ces dizaines de milliers d'articles collectés depuis plusieurs sessions feront l'objet d'un apport important dans la base d'indexation de l'OCAMES, et donc l'Afrique va incessamment se doter avec une ouverture sur le monde. On peut, dans ce cadre, prévoir que les usagers de ces revues pluridisciplinaires feront face à un problème de recherche d'informations qui va s'aggraver au fil des ans, eu égard à la massification des publications. Dans ce schéma, pour gérer cette situation, des techniques d'extraction et de classification plus efficaces à implémenter trouveront certainement une réponse par les possibilités de l'apprentissage automatique basé sur l'intelligence artificielle et constitueront du coup de nouvelles offres de services à exploiter. Dans tous les cas, l'OCAMES, dans sa mission de conseil, travaillera à réglementer le sujet pour exiger que soient produites des intelligences artificielles dignes de confiance, éthiques, réglementaires, fiables et transparentes dans un cadre en plein de responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce sujet en termes d'encadrement des données. Merci beaucoup. D'abord, par rapport aux enjeux et aux défis, je pense que lors des ateliers qui nous ont précédés, cette question-là a été bien abordée. C'est-à-dire qu'on part du principe, et c'est une réalité, que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie désormais et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, ce qu'il faut, c'est identifier désormais les problèmes qui se posent à soi et voir comment cette technologie peut les résoudre. Et c'est ce qui va constituer le défi. Donc, l'enjeu, c'est que l'intelligence artificielle permet le progrès. Il permet le progrès. Maintenant, il revient à chacun de voir par rapport à la problématique qu'il veut aborder, quels sont les défis qu'il doit vaincre en termes d'application, en termes de démarche, etc., etc. Donc, c'est une question de vision, question de bien poser le problème pour identifier, donc transformer le problème en un défi qui doit donner une solution. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne ce premier aspect, enjeux et défis. Il faut avoir une vision du problème pour trouver les moyens de donner la solution en utilisant donc l'intelligence artificielle. Ce qui nécessite bien sûr tout un apprentissage. Bon, je ne reviens pas là-dessus. S'agissant c'est Rabelais qui disait, François Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bien sûr que il faut, en même temps qu'on applique une technologie, il faut savoir respecter un certain dosage. Il faut garder de l'humanisme dans tout ce qu'on essaie de faire. Donc, je pense que c'est là où la philosophie peut intervenir, d'autres sciences peuvent intervenir pour un encadrement. Voilà mes contributions par rapport aux préoccupations des jeunes.